c'est un actif qui est encore sous-coté. C'est une des mauvaises nouvelles de mes prédictions. Alors tout le monde essaie de trouver la prochaine narrative et j'ai envie de te dire, peu importe la narrative dans laquelle tu investis, que ce soit l'AI, SocialFi, l'intelligence artificielle, peu importe, lorsqu'il y aura une explosion. Mais tu peux possiblement soit miser sur les projets ou soit sur... Et ma 7e prédiction, c'est tout simplement qu'on va connaître un ATH du Bitcoin avant la fin. 2024, ça annonce être une année fantastique et je vais te parler ici de mes 7 prédictions pour 2024 qui vont déborder un petit peu sur 2025. Mais dans cette prédiction, je vais te parler des prédictions de prix pour Bitcoin, Ether, mais également les prochaines narratives, les prochains projets qui peuvent possiblement percer. On va voir ça dans le détail. Et n'hésite pas à mettre en commentaire quelles sont tes prédictions pour 2024, comment tu vois cette année 2024. Mais passons directement dans le vif du sujet ici avec la première prédiction qui est tout simplement qu'il y aura une validation des ETF, ETH pour cette année. Et possiblement, on parle pour mai 2024. Et qu'est-ce que j'en pense d'ETH? Je pense, et je te le dis depuis plusieurs semaines, c'est un actif qui est encore sous-coté. On a oscillé autour des 1500 $. L'ATH de l'ETH, c'est-à-dire le record de prix, on est aux alentours des 4500 $. Et pour l'instant, c'est sous-coté. Sachant que l'ETH suit le cours du Bitcoin avec 5 ans de décalage. Donc à voir au prochain cycle comment l'ETH se comporte. Mais les ETF ETH peut être une bonne chose et je pense que ça va être validé. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a tous ces gestionnaires d'actifs. On parle de VanEck, HDEX, Grayscale, mais également ici de Fidelity et de BlackRock. Sachant que les ETF Bitcoin, les deux grands gagnants sont tout simplement BlackRock et Fidelity ici qui reçoivent le plus de clients et qui possèdent le plus de crypto-monnaies actuellement. On parle actuellement de 5 milliards sous gestion par ces deux gros mastodontes ici. Donc j'ai envie de dire tous les autres gestionnaires d'actifs ici ils sont moins importants, mais si on regarde un petit peu la deadline, c'est-à-dire la dernière date où la SEC, la Security Exchange Commission, tu sais, c'est ce commissaire et ce gendarme américain, doit prendre position ici. Et la date butoir, c'est le 24 mai 2024. Ce qu'on a vu avec les ETF Bitcoin, c'est tout simplement qu'ils ont attendu le dernier jour, qui était le 10 janvier 2024. Le dernier jour et la dernière date butoir pour ARK Invest, qui est quand même un gros. Katie Wood est à la tête. C'est une grosse ambassadrice de la crypto-monnaie de Bitcoin, mais également d'Ether. Et je pense que la prochaine mouvance et le prochain mouvement sera possiblement sur ETH. Et on va parler sur quoi également ça peut se déverser ici. Mais BlackRock a un taux de validation de 99,8%. Il y avait à l'époque 571 dossiers d'ETF qui avaient été déposés par BlackRock et qui ont été validés contre un qui a été invalidé. Et on est à 572 maintenant, si je ne me trompe pas, avec les ETF Bitcoin. Et donc avec ce taux de 99,8%, BlackRock dans le game ici sur les ETF ETH, franchement, je serais étonné qu'on connaisse pas un spot ETF ETH. C'est difficile à dire. Bref, et si on regarde historiquement parlant ce qui s'est passé, BlackRock avait déposé son dossier, c'était le 16 juin 2023. Et si on regarde un petit peu les performances depuis cette date, du 16 juin 2023, pour faire une prédiction de prix, si jamais l'Ether est validé en tant que ETF Bitcoin Spot. Bien sûr, c'est deux choses complètement différentes, mais on peut possiblement connaître une montée des prix, une valorisation qui soit grandissante pour l'ETH ici. Et si je prends ma règle et je prends le 16 juin 2023, déjà à la date du 15 juin 2023, on a connu une belle chandelle ici suite au dépôt de dossier. Tu vois, c'est cette montée ici. BlackRock a déposé juste ici. C'est un petit peu bizarre cette courbe qui chute ici avant que BlackRock annonce et qu'on connaisse ces chandelles journalières qui montent comme ça graduellement. Mais bref, prenons cette date du 16 juin 2023. On a connu un Bitcoin qui a connu une performance depuis le dépôt de BlackRock de 88,50%. Donc on va arrondir à peu près à 90%. Ils sont fait rejeter sur les 0,618 de Fibonacci ici. Et si tu suis la chaîne depuis quelques semaines, tu sais de quoi je parle. Et si on prend actuellement, on est à peu près à 68% de performance. Donc 68% au jour d'aujourd'hui et jusqu'à 90% jusqu'à la validation des ETF Bitcoin. Et regardons un petit peu la date de dépôt de dossier de BlackRock. C'était le 16 novembre 2023 exactement. Et traçons la courbe pour savoir combien de performance a connu l'ETF depuis cette date. Tu vois qu'étrangement, on a connu
connu également cette fameuse descente ici et on était aux alentours du 16 novembre. Donc, on va prendre juste ici. Et donc là, on a une performance qui est montée jusqu'à 41% et actuellement, on est aux alentours des 20% de performance. Si on réplique un petit peu la performance de 90% sur Bitcoin, on peut éventuellement essayer de tester cette résistance des 3369 $ et on peut connaître possiblement un Ether à 3600 et quelques dollars en mai 2024. À suivre, en tout cas, ça sera passionnant. Après, tu peux te demander, est-ce que j'investis sur l'Ether ou est-ce que ça peut se déverser sur tout l'écosystème de l'Ethereum qu'il y a derrière. Et si on regarde un petit peu toutes les crypto-monnaies qui sont liées à l'écosystème Ether, on peut trouver des projets qui sont intéressants. Donc, on a Ether qui est classé numéro 2, qui s'est fait rejeter aux 2500 $ de Fibonacci, mais à mon avis, c'est juste une histoire de temps pour que ça remonte. Mais on a également d'autres projets intéressants comme Arbitrum, comme Mantle que j'apprécie, Render qui est dans l'AI, on a également Sandbox dans un métaverse, Beam également qui est un projet intéressant. Bref, n'hésite pas à faire tes recherches un petit peu sur ces projets-là. J'ai pas envie de t'influencer, mais je te donne des petites pistes ici pour savoir sur quel crypto lié à l'écosystème Ether qui peut profiter de ces ETF Bitcoin. Et surtout, si on regarde un petit peu en termes de nouvelles, en termes d'amélioration qu'a connu Ether, tu te rappelles qu'il y a eu The Merge il y a quelques mois et l'une des plus grosses mises à jour actuellement, c'est la mise à jour Duncan ici qui a eu lieu en janvier 2024. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement une amélioration de la blockchain Ether avec une réduction ici des prix des transactions, surtout sur les blockchains de Layer 2 ici. Donc des transactions qui sont moins chères. Et si on regarde justement ces blockchains de Layer 2 ici, tu as juste à mettre Layer 2 et tu trouveras toutes les cryptos liées à la catégorie Layer 2 juste ici sur CoinMarketCap. On a des projets également très intéressants. On a Polygon qui est un petit peu mon chouchou et je pense qu'il est encore sous-coté actuellement. Fais tes recherches dessus, mais qui est classé 14e avec 7 milliards de market cap. Mais on a également d'autres projets comme Optimism, Immutable X, on a également Arbitrum, Mantle, bref, des Layer 2 qui peuvent profiter de cette mise à jour et le fait que Ethereum soit validé en termes d'ETF. Donc, je t'ai donné quelques pistes ici. Il y en a qui vont te dire, tiens, peut-être ETH va flipper Bitcoin. Alors, en termes de market cap, il y a quand même une grosse différence. Ethereum, pour l'instant, a un market cap de 274 milliards contre 831 milliards sur Bitcoin. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, ce que je dis et ce que je pense, c'est que Ether et toutes les blockchains de Layer 2 sont sous-cotées actuellement. Ensuite, ma deuxième prédiction, c'est que la Chine va réaccepter la crypto dans son pays. Parce que la Chine, elle va mal. Elle va très très mal avec Evergrande qui a été demandé de liquider pas mal d'actifs. Et tu vois, tous les stocks, toutes les actions chinoises sur le marché chinois de Shanghai, le CSI 1000 ici, sont en train de connaître une chute libre ici. On parle de 30%. Bref, la Chine va mal et je pense qu'ils veulent et doivent trouver une solution pour essayer de renflouer un petit peu l'économie. Et si on regarde un petit peu le marché chinois, qu'est-ce que c'était avant? J'ai retrouvé ce tweet ici de avril 2021 et la Chine représentait jusqu'à 75% des mineurs de Bitcoin. Ici sur ce tweet, on était à 65%. La Chine était à fond dans la crypto et la Chine a banni de nombreuses fois et surtout mi-2021 la crypto dans tout ce qui était transactions et minage. Donc tu vois qu'à cette époque-là, les États-Unis c'était 7% des minages ici du hash rate sur Bitcoin. Et là, si on regarde la courbe actuellement, tu dois dire oui, la Chine a banni les transactions, oui, a banni le minage, mais il continue de miner ici. On voit que 21% du hash rate, c'est-à-dire des mineurs de Bitcoin, se trouve en Chine. Alors ils font ça dans des contrées cachées et en toute illégalité, mais ils continuent de le faire à 21%. On a vu que c'était 65%, le pic c'était 75%. Et où est-ce qu'on mine le plus? Maintenant c'est aux États-Unis, avec une part qui est de plus en plus importante. D'ailleurs, on va en parler dans une autre prédiction, une part qui est de plus en plus importante sur les énergies renouvelables. Donc là, on parle de biomasse, on parle surtout de solaire, d'éolien, d'hydraulique. Et les États-Unis, c'est 37,8%, alors qu'on a vu avant 2021, c'était 7%. L'État qui mine le plus et là où il y a le plus de fermes de minage, c'est au Texas, avec cet État qui a un taux d'ensoleillement qui est énorme et qui permet en fait de miner à moindre coût. Et si on regarde un petit peu les autres pays très rapidement, on a le Kazakhstan à 13%, le Canada qui est en train de prendre des parts de marché et d'ailleurs qui a dépassé la Russie. On a vu depuis 2021, la Russie était dans le top 3, maintenant elle est 5e avec 4,7%. Ensuite, on a l'Allemagne, la Malaisie, l'Irlande, Singapour, Thaïlande et le reste du monde 6,3%. Donc les États-Unis passent numéro 1 et on l'a vu avec Hong Kong qui accepte de plus en plus de licences liées à la crypto-monnaie et on parle également de cet ETF Bitcoin sur Hong Kong. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que la Chine réaccepte la crypto-monnaie dans son pays qui est en ce moment vraiment en difficulté. Et un autre qui je pense peut accepter et doit accepter et va accepter la crypto-monnaie,
ben, c'est tout simplement Elon Musk. Tu te rappelles, il avait lancé cette hype en 2021, on va le voir par la suite en chiffres, mais Elon Musk avait fait du rétropédalage, c'est-à-dire qu'il avait accepté le Bitcoin et le Dogecoin comme forme de paiement pour acheter des voitures, où le Dogecoin, lui, c'était particulièrement des accessoires. On pouvait acheter des Tesla en Bitcoin, mais il y a eu beaucoup de critiques par rapport à cela. Tesla avait acheté du Bitcoin, en a revendu une partie. Ensuite, c'était SpaceX, l'autre entreprise de Elon Musk. Et ensuite, il était revenu en arrière, peut-être une pression d'actionnaires, même si c'est pas un mec comme ça qui cède à la pression. Et dans ce tweet ici, dans cette vidéo de Bloomberg Crypto qu'on voit juste ici, le 21 juillet 2021, où il y a Katie Wood, il y a également l'ex-patron de Twitter, il avait dit qu'il pourrait possiblement changer d'avis si et seulement si le Bitcoin utilisait plus de 50% d'énergie renouvelable. Et on y est aux 50%. On y est depuis le 14 septembre 2023 dans cet article de Cointelegraph ici. Et on est même exactement à 54%. J'avais vu un tweet passer ici, mais on a dépassé cette barre des 50%. Tu vois qu'au moment de mi-2021, lorsque Elon Musk a retiré le Bitcoin, on était entre 35 et 40%, mais plus vers 35% d'énergie renouvelable utilisée pour miner du Bitcoin. Et là, on a passé la barre fatidique des 50%. Et ça date depuis le 14 septembre 2023. Aujourd'hui, on est à 54%, ce qui est une bonne nouvelle. Et quand on voit l'impact qu'a eu l'annonce d'Elon Musk, comme quoi ils acceptaient le Bitcoin et comme quoi Tesla achetait du Bitcoin et que SpaceX achetait du Bitcoin, je me rappelle, on était aux alentours des 35 000 $ et ça avait lancé le précédent bull run. On peut retourner un petit peu sur la charte ici. On était juste ici aux alentours des 35 000 $ et ensuite on a connu la fin de la première phase parabolique où on a connu un Bitcoin à 64 000 et à 69 000 $. Donc Elon Musk est un ambassadeur du Bitcoin qui est important, qu'il faut prendre en compte, qu'on peut respecter ou ne pas respecter, mais il a une incidence puisque c'est une des plus grosses fortunes du monde. C'est quelqu'un qui est respecté et qui fait fluctuer le marché de la crypto. On l'a vu sur le Bitcoin, on l'a vu également sur le Doge. À voir, mais ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Tesla réaccepte le Bitcoin comme il l'a fait en 2021 et que c'est une incidence sur le cours du Bitcoin. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Ça, c'est une de mes prédictions. Et ma quatrième prédiction, c'est que les élections américaines vont faire du mal au marché de la crypto. Et pourquoi? Tout simplement parce que Donald Trump, en ce moment, il est le grand favori pour les élections américaines. Tu sais qu'elles ont lieu en novembre 2024, dans quelques mois. Et en ce moment, tout mène pour que ce soit Donald Trump qui soit de nouveau élu. Et j'ai envie de te dire, la mauvaise nouvelle, c'est que Donald Trump, là, c'est une des mauvaises nouvelles de mes prédictions, mais Donald Trump n'a jamais été vraiment pro-Bitcoin. Mais je te donnerai également des arguments contraires qui feraient qu'on pourrait passer vers une phase politique beaucoup plus pro-Bitcoin ici, parce que Donald Trump, il change un petit peu de fusil d'épaule quand il le souhaite. Il est anti-Bitcoin et parmi les candidats à l'élection ici qui sont pro-Bitcoin, on a tout simplement le neveu de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, qui est extrêmement pro-Bitcoin, mais il a très peu de chance. Je crois qu'il a à peu près 2-3% des intentions de vote et il est mal barré, j'ai envie de te dire. On a également Vivek Ramaswamy qui est juste ici et tu vois derrière, ils étaient là à la Bitcoin conférence, ils étaient des ambassadeurs pro-Bitcoin ici, mais ils ont très peu de chances de gagner. On a également le maire de Miami ici et également Ron DeSantis. Et la plupart, ils sont pro-Bitcoin et ils sont en train, c'est ça la bonne nouvelle, ils sont en train de se rallier à Trump. Alors, pour l'instant, le neveu de JFK, il est parti dans un parti indépendant, à suivre s'il se met dans un parti démocrate ou un parti républicain, mais Vivek ici s'est rallié dernièrement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, à Donald Trump, on le voit juste ici, et c'est peut-être pour ça que Donald Trump a changé d'avis, en tout cas s'est exprimé négativement par rapport au CBDC. Tu sais, c'est Central Bank Digital Currency, ces monnaies digitales étroitement liées au gouvernement qui peuvent avoir un droit de regard sur chaque transaction pour savoir où va tel et tel argent pour être tracé de A à Z. Donald Trump, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, il est contre le CBDC et peut-être que Vivek Ramaswamy sera un élément déclencheur important pour faire en sorte que Donald Trump soit crypto. Mais j'ai envie de te dire que Donald Trump va là où il y a de l'intérêt et là où il y a de l'argent. Et comme je te disais, Donald Trump n'est pas pro-crypto, mais il possède de la crypto ici. Il possède 2,8 millions de dollars en ETH et il posséderait à peu près 4,87 millions ici de dollars grâce à sa collection NFT. Il avait lancé une collection NFT, de mémoire c'était 100 cartes NFT et franchement j'avais des doutes sur cette collection en disant est-ce que c'était le vrai Donald Trump qui l'avait fait? Mais oui, et il possède encore
encore ses ETH sur son portefeuille. Donc, comme je te dis, il va là où il y a l'argent. C'est quelqu'un qui veut de l'argent, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Donc, s'il y a des intérêts à être pro-Bitcoin, il le sera. Mais pour l'instant, il y a pas mal de candidats qui se sont retirés de la présidentielle et qui sont en train de rejoindre le clan Trump. Et donc, à suivre. Surtout que Donald Trump est un des favoris par rapport à Biden. Si on regarde un petit peu ce sondage ici, Trump aurait 47% des voix contre 42% Biden ici, qui n'a pas forcément la cote. Donc, à suivre. Mais pour l'instant, on est plus sur un combat Trump-Biden, qui n'est pas forcément positif. Et dernièrement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, Trump, dans cette interview ici de Fox, a annoncé que s'il était élu président, il allait virer Jérôme Powell de la Fed par rapport à son boulot, par rapport à la gestion de la crise, par rapport à la gestion de la crise de l'inflation. Il a décidé que s'il était élu, bien sûr s'il était élu, qu'il allait virer Jérôme Powell à la tête de la Fed. Cinquième prédiction, c'est que cette année, en 2024, on connaît ce fameux pivot de la Fed. Et tu vas me dire, pas de surprise. Mais effectivement, pas de surprise. Mais quel impact ça peut avoir sur la macroéconomie et sur des classes d'actifs comme la crypto-monnaie? Parlons de ces fameux taux de la Fed. Pour l'instant, on est sur des taux à 5,25, 5,50%. Ça a un impact sur l'économie américaine. Ça a un impact sur tous les investisseurs, que ce soit les sociétés, mais également les particuliers, qui sont en train de souffrir de ces taux qui sont beaucoup trop hauts. Et j'ai envie de te dire, la Fed n'a pas d'autre choix que faire ce fameux pivot, donc de baisser les taux et donc de permettre aux entreprises, aux particuliers de réinvestir dans différentes classes d'actifs et d'emprunter aux banques. Pour l'instant, c'est beaucoup trop cher. Et pourquoi ils doivent baisser ces taux? Tout simplement parce que les sociétés sont en train de souffrir. Elles sont en souffrance, elles sont en train de suffoquer et il faut baisser ces taux le plus rapidement possible. On parle actuellement de mai 2024. Tu sais qu'on est à peu près 50% de connaître ce fameux baisse des taux. D'ailleurs, on est à 52,9%. Donc, on va dire un consensus qui tourne vers ce fameux pivot de la Fed, ce qui est hyper bullish, hyper positif pour les prochains mois, et 38% pour avoir un maintien des taux à 5,25, 5,50. Si c'est pas mai 2024, ça sera juin 2024 avec même une baisse des taux à 4,75 ou 5%. Il faut savoir que là, actuellement, l'inflation, on est à 3,3, 3,5% d'inflation, même si la true inflation, la vraie inflation est bien moindre que cela. Je le vois ici aux États-Unis, l'essence baisse, beaucoup de produits, beaucoup de services baissent, pas beaucoup, mais on commence à connaître un petit peu cette chute, ce ralentissement de l'inflation. Mais ce dernier 1% pour passer de 3% à 2%, qui, je te rappelle, est l'objectif de la Fed d'arriver à 2% d'inflation, c'est là où c'est le plus dur. On a des taux qui sont hauts, on s'y est habitué, mais il faut les baisser et cette baisse se fera graduellement sur les prochains mois. Mais ce pivot, il arrivera et ça sera hyper positif pour les sociétés et les particuliers pour commencer et recommencer à investir et à remettre de l'argent dans l'économie. Mais là, la Fed, ils sont en train de surveiller un, voire deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est tout simplement le chômage, le taux de chômage. Mais actuellement, le chômage est plutôt préservé ici aux États-Unis puisqu'on connaît un taux de chômage en dessous des 4% et on le connaît depuis à peu près 24 mois ici. Ce qui est pratiquement un record historique depuis 69 et les années 51. Je peux te dire que j'étais pas né, donc je peux pas t'en parler. Mais ça fait 24 mois qu'on connaît un taux de chômage en dessous des 4%, ce qui est hyper positif. Donc, on va dire le chômage est préservé. Jérôme Powell avait dit, on veut faire un soft landing, c'est-à-dire faire un atterrissage en douceur et que le chômage, qui est un indicateur important, ne soit pas impacté, qu'il n'y ait pas des entreprises qui licencient ses employés. C'est un indicateur à surveiller, le chômage. Mais pour l'instant, tout va bien. Surtout que si on regarde un petit peu le taux de chômage ces derniers temps, le taux de chômage actuellement est à 3,7%. Alors, c'est légèrement supérieur par rapport aux expectations, aux prévisions, pardon. Et il est en train de stagner. Et ça, c'est plutôt une bonne chose avec un taux de chômage qui était à 3,4% en janvier 2023. À surveiller. Mais le taux de chômage, on est juste ici. On avait connu un pic juste là à la période Covid. Tout à fait normal. On avait explosé les 14%. Et depuis, on est pratiquement sur un taux de chômage le plus bas. À surveiller. Mais le pivot de la Fed, il est en train de se rapprocher. Pourquoi pas pour mai 2024. Et je te rappelle que le halving arrive en avril 2024 qui peut avoir un impact et qui, je pense, va avoir un impact sur l'offre et la demande sur les prochains mois. Alignement des planètes, si tu te souviens, on en a parlé. Le taux de la Fed qui baisse, le halving qui approche et ça a un impact positif sur la crypto-monnaie. Sixième narrative, c'est tout simplement que le gaming aura une part importante au prochain cycle. Alors tout le monde essaie de trouver la prochaine narrative. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé du AWA qui est le Real World Asset, donc tous ces actifs tokenisés. On parle également de SocialFi, tous ces réseaux sociaux qui soient décentralisés. Et j'ai envie de te dire, peu importe la narrative dans laquelle tu investis, que ce soit l'AI, SocialFi, le RWA, l'intelligence artificielle, peu importe, lorsqu'il y aura une explosion et si bien sûr il y aura une explosion des altcoins,
ça sera toutes les narratives qui vont exploser. Non, quand on est en période de bull run, il y a tous les altcoins qui explosent, donc ne cherche pas forcément, si je devais donner un conseil, ne cherche pas forcément la narrative qui risque d'exploser, de surperformer. Oui, possiblement, il peut y en avoir une, mais je pense qu'il faut investir dans une narrative, dans des projets qui te passionnent, qui plaisent, qui t'intéressent. Et personnellement, il y en a une qui m'intéresse, c'est le gaming. Tout ce qui est SocialFi, je m'en fiche un petit peu. C'est très centralisé avec YouTube, avec Twitter, avec Instagram, avec Facebook. C'est très centralisé. Mais bref, tout ça pour te dire, essaie de trouver une narrative qui te plaît. Et je pense que le gaming, qui peut être une tendance, et en tout cas qui me plaît et que je te parlerai sur les prochains mois, les prochaines semaines, et surtout que ça bouge. Autant au cycle dernier, c'était la DeFi, c'était la narrative en 2021, la DeFi qui a complètement explosé et qui a lancé presque un petit peu le bull run derrière. Ensuite, on a eu d'autres narratives. On a également le Play to Earn. On a également le Move to Earn, c'est-à-dire toutes ces applications qui te permettaient de faire du sport et de gagner de l'argent. On a également la vague des NFT. On a également le Metaverse avec Sandbox, Decentraland et la news de Meta. Mais l'une des prochaines narratives, à toi de faire tes propres recherches, mais je pense que ça peut possiblement être le gaming ici. Et si tu cherches un petit peu des projets sur lesquels gratter ici, tu as simplement cette catégorie gaming ici avec des projets qui sont intéressants comme l'IMX ici. On a du Sandbox donc qui est lié à la Metaverse ici. On a également BIM, Ronin, on a le Mana, on a également le Gala sur lequel je suis assez bullish. On a également le ENJ, on a Illuvium. Bref, plein de projets ici. Et tu peux te dire, ouais, ok, j'ai envie de miser, pourquoi pas sur le gaming, mais tu peux possiblement soit miser sur les projets ou soit sur l'infrastructure. Et l'infrastructure sur laquelle est basé beaucoup ce projet, c'est directement sur Avax. Si on regarde un petit peu les chains ici sur DeFi Lama, qui te donne toutes les statistiques, toutes les informations par rapport à la DeFi ici, Avalanche ici, il y a beaucoup de projets qui sont sur Avalanche, beaucoup de projets qui sont dans le gaming et qui sont sur Avalanche ici, et qui est donc une blockchain d'infrastructure sur laquelle ça peut être intéressant de miser si jamais tu veux pas investir sur certains projets en particulier. Et si tu veux en savoir plus sur ces projets, il y a également ce site Gaming on Avax ici qui te répertorie un petit peu tous les projets ici qui sont en train de se lancer. Et 2021, c'était des projets qui demandaient des levées de fonds et qui n'étaient pas développés. Et il y a pas mal de projets qui commencent à voir le jour. On a des teasers qui sont hyper sympas. Je te recommande d'aller voir quelques projets ici. On a par exemple Shrapnel ici qui est hyper intéressant, qui est super bien fait. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit pas tiens, c'est des projets Web3. On se dit c'est du gaming, mais dedans ça va intégrer des NFT, ça va intégrer de la crypto et ça c'est hyper intéressant. On a également Off the Grid qui est un projet hyper intéressant, tu regarderas un petit peu. Franchement qui s'annonce être une tuerie ici. Donc ici, soit miser sur des projets directement ou soit sur la blockchain d'infrastructure qui est Avax ici. Et ma 7e prédiction, c'est tout simplement qu'on va connaître un ATH du Bitcoin avant la fin d'année 2024. Et oui, le halving arrive en avril 2024 et souvent il y a un impact pas forcément directement et même quasiment jamais forcément au moment du halving, même derrière il y a même une possible chute qui peut arriver, mais ensuite le cours du Bitcoin suite à cette chute là, peut-être qu'on l'a connu il y a quelques jours et peut-être que les ETF Bitcoin vont changer un petit peu la tendance, mais on connaît un Bitcoin qui remonte à son ATH à peu près 3-6 mois, en général c'est 6 mois, des fois c'est 4 mois, des fois c'est 8 mois, mais en moyenne c'est 6 mois après le halving. Donc avril nous amènerait à octobre 2024 avec un Bitcoin qui repasserait les 64 000 $. Si on regarde un petit peu la courbe du Bitcoin actuellement, on a essayé de franchir les 50 000 $, qui est une barrière psychologique, mais également une barrière technique avec les 0,618 de Fibonacci. Donc les 49 000 $ ici, ça va être difficile, mais on n'est pas loin des 69 000 $. Si on prend par exemple le cycle 2018 où on avait connu un pic et jusqu'à 2021, il nous a fallu combien de temps après le halving pour toucher la barre ici des 20 000 et remonter au niveau du précédent ATH? Il nous a fallu à peu près 217 jours, soit à peu près 7 mois. Si on prend le cycle encore précédent ici, on a connu un Bitcoin à 1200 $ ici. Combien de temps il nous a fallu pour retester, revoir cet ATH depuis le halving? C'était tout simplement ici à peu près 266 jours. Donc à peu près 8 mois ici. Le halving est prévu pour avril, donc on pourrait retester l'ATH d'ici la fin d'année, d'ici décembre 2024, qui en général le mois de décembre c'est plutôt un bon mois si on regarde la théorie des cycles. Moi je suis impatient d'y être. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses de mes prédictions. Dis-moi en commentaire. N'hésite pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour être au courant des prochains cycles. Je te parlerai également du gaming, je te parlerai des prochaines narratives, des prochaines techniques d'investissement. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci encore de ta fidélité. Et si tu as été là jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre le mot gaming ou la narrative que tu soutiens et tu penses que ça peut percer au prochain bull run. Je te dis à très bientôt et d'ici là, n'hésite pas à aller voir mon plan d'action complet pour ce bull run, pour préparer au mieux ce bull run. C'était Julien, c'était un
plaisir. Je te dis à bientôt. Allez, ciao.